L'entrée des Chinois dans le capital de Peugeot est de ce point de vue plus qu'un symbole. Finalement, la mondialisation pourrait être bénéfique à l'économie française. La France est peut-être même en train de rattraper son retard dans le monde économique. On va voir ça avec vous, si vous êtes d'accord avec ça. S'ajoute à tout cela le pacte de responsabilité, objet de discussion entre syndicats et patronat pour relancer l'emploi. Peut-être qu'il y a aussi d'autres solutions. Vous nous direz tout ça, Marine Le Pen, au cours de cette émission. On commence évidemment par la situation en Ukraine, qui a marqué cette semaine, particulièrement avec des affrontements sur la place Maïdan à Kiev, qui ont fait 80 morts. Et ressort une personnalité, Yulia Tymoshenko, qui était l'opposante numéro 1, qui semble vouloir reprendre les choses en main. Est-ce que cette femme peut ramener la démocratie en Ukraine ? Le problème, quand on est au bord de la guerre civile, comme ça a été le cas en Ukraine, c'est de réussir à trouver une solution qui puisse ramener les deux parties autour de la table. Or, la prise en main, en quelque sorte intégrale par Madame Tymoshenko, risque d'exclure de la négociation toute la partie russophone de l'Ukraine. Et par conséquent, c'est vrai qu'on préférerait, si vous voulez, une solution négociée. Est-ce que celle-ci peut passer par des nouvelles élections ? Il faut évidemment espérer que ça puisse être une Vous souhaiteriez qu'on revienne à l'accord qui avait été signé vendredi avec notamment la France, l'Allemagne et la Pologne et le gouvernement ukrainien de l'époque. Enfin, surtout avec l'Allemagne et la Pologne d'ailleurs, parce que la France avait un avion à prendre pour la Chine. Bon. On remarquera d'ailleurs au passage que l'Union européenne a été absolument incapable en matière diplomatique d'apporter quoi que ce soit. Ce sont les diplomaties nationales qui ont fait leur travail. Ça démontre, si c'est nécessaire, que l'Union européenne en réalité n'a pas de diplomatie et que lorsqu'elle la met en œuvre, elle ne fonctionne pas. Elle n'est bonne qu'à menacer de sanctions ou qu'à faire du chantage. Et ça ne permet pas de sortir des crises, quoi. Faut-il tourner la page rapidement de Viktor Yanukovych, le président qui a été destitué par le Parlement ukrainien? Non, mais la question n'est pas tellement là. Ça, c'est aux Ukrainiens de le décider, permettez-moi, parce que moi, je veux que l'Ukraine soit ukrainienne, sujette, si vous voulez, aux décisions de l'Union européenne, ni sujette aux décisions de la Russie. Oui, mais il faut que l'Ukraine... Ah ben là, c'est difficile, parce que l'Ukraine, vous dites non, seule... Non, c'est pas difficile. Et encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'élection, on ne peut pas connaître, si vous voulez, la volonté du peuple ukrainien. Je crois que les choses sont claires. Et puis, deuxièmement, moi, j'aimerais tout de même rappeler que l'Union européenne a effectué à l'Ukraine de fausses promesses. Et ça, c'est condamnable. D'ailleurs, Mme Tymoshenko, la première chose qu'elle a dite, c'est « l'Ukraine a vocation à rentrer dans l'Union européenne ». Or, on sait pertinemment que l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'Union européenne. Mais quand vous dites ça, est-ce que vous ne la condamnez pas à être un satellite permanent de la Russie? Non, mais je ne la condamne pas. Je dis juste que ça n'est pas possible. D'abord, avant elle, il y a des tas... Elle reste donc satellite de la Russie. D'abord, monsieur, avant elle, il y a des tas de négociations qui sont en cours avec des pays dont moi je considère qu'ils ne devraient jamais rentrer dans l'Union européenne, l'Albanie, la Macédoine, on vient d'inclure la Croatie, sans d'ailleurs demander l'avis du peuple français. Or, l'Ukraine, c'est un salaire moyen de 300 € par mois. Donc, on ne peut pas inclure l'Ukraine dans une Union européenne qui, sur le plan économique et social, est en voie d'effondrement. Il y a un autre personnage dans cette histoire, c'est Vladimir Poutine, le président russe, qui voudrait garder l'Ukraine sous son aile. Le président russe doit-il prendre des distances, être à l'écart de ça? Ou est-ce qu'il a son mot à dire dans l'affaire? Mais je crois qu'il a pris ses distances. Il me semble que la Russie s'est plutôt mis en retrait depuis un certain nombre de jours. Je crois que la Russie n'a pas intérêt, d'ailleurs personne n'a intérêt à ce que la situation ukrainienne s'aggrave, personne n'a intérêt à ces violences. Non, mais Vladimir Poutine a intérêt à ce que l'Ukraine reste sous son giron. Oui, mais monsieur, c'est normal. Historiquement, il faut comprendre que Kiev est le berceau de la Russie et que, effectivement, un tiers des habitants d'Ukraine sont russophones, que l'économie, une grande partie de l'économie ukrainienne est liée à l'économie russe. Donc on ne va pas changer la géopolitique parce qu'on aura décidé de la changer. C'est ainsi, il faut donc qu'encore une fois, tout le monde puisse être à la table des négociations et je crois très sincèrement que personne n'a intérêt à la dégradation de la situation. On va en venir à la situation économique de la France maintenant. Le charme français semble opérer sur les investisseurs étrangers qui s'intéressent à notre pays, qui se disent prêts à y investir. Regardez les Chinois dans Peugeot. Parce que c'est pas dans les 77% de baisse des investissements étrangers l'année dernière qu'on a pu voir ça. Non, mais les Chinois qui arrivent au capital de Peugeot, ça veut dire quelque chose quand même. Les Chinois rentrent au capital de Peugeot parce qu'ils y ont un intérêt, monsieur, pour leur économie nationale. Et c'est ça peut-être le danger de cette introduction. Aujourd'hui, c'est, je crois, 14%.
on peut encore considérer que c'est maîtrisable. Mais est-ce que demain, on va pouvoir s'opposer à une prise de participation plus importante des Chinois, dont je rappelle qu'ils ont, depuis déjà un certain nombre d'années, décidé de développer leur filière automobile nationale. Donc le grand danger, c'est qu'en réalité, ils soient dans le capital pour en extirper, si vous voulez, tous les éléments de développement, de recherche, tous les éléments technologiques. François Hollande a reçu cette semaine des patrons du monde entier pour leur suggérer de venir s'installer en France. Il dit « Nous n'avons pas peur des capitaux qui viennent s'investir en France, nous ne voulons pas nous protéger. » Vous avez peur des capitaux étrangers? Mais c'est pas le problème. Il y a des pays qui ne doivent pas investir chez nous? Monsieur, oui, je préférerais éviter que le Qatar achète la France à la découpe, effectivement. Mais avez-vous peur des capitaux étrangers? Mais j'ai pas peur des capitaux étrangers, mais est-ce que la première question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que le gouvernement ne doit pas sauver les entreprises françaises? Mais c'est comme ça qu'il veut les sauver. Parce qu'en réalité, il cherche à substituer des capitaux étrangers aux entreprises françaises qui sont en train de tomber les unes après les autres. Est-ce que ça, c'est une politique? Mais oui, mais c'est un constat. Non, mais c'est un constat. non, ça n'est pas. Les entreprises françaises ne peuvent plus investir, allons chercher l'argent ailleurs pour pouvoir sauver les emplois en France. Non, monsieur, ce n'est pas un constat. C'est la responsabilité du gouvernement français que d'avoir mis en place un modèle économique qui est en train de tuer nos entreprises nationales et qui contribue à une augmentation massive du chômage. Vous le qualifieriez comment, ce modèle économique? Destructeur, totalement destructeur. Il faut donc remettre en œuvre la maîtrise. Il faut maîtriser nos frontières. Il faut mettre en place un protectionnisme économique. Il faut mettre en place un patriotisme économique, donner un avantage à nos entreprises françaises, notamment dans l'accès au marché public, parce que c'est de l'argent des contribuables français. Mais quand je vous entends, et il faut surtout agir sur la monnaie. Il faut retrouver une monnaie nationale, parce que l'euro fort tue notre économie. Alors, quand je vous Safran vient de le dire, d'ailleurs, dans une vidéo. J'ai pas entendu que c'est moi. Le patron de Safran vient de le dire. Comme l'avait dit avant lui le patron d'Airbus. Comme l'avait dit avant lui Monsieur Villain, dans un grand article dans Le Monde, d'ailleurs, qui disait, je crois que c'était dans Le Monde, l'euro ou l'auto. Voilà, les choses sont très claires. Mais pour continuer dans un modèle qui est leur bébé, qui est destructeur, eh bien, ils cherchent à substituer des entreprises étrangères. Mais c'est un modèle capitaliste. C'est un modèle capitaliste. Non, c'est un modèle où nous sommes dans l'excès du capitalisme, dans la folie du capitalisme, dans l'ultra-libéralisme, le laisser-faire, François Hollande est un ultra-libéral. Mais bien sûr que c'est un ultra-libéral, monsieur. Il se dit social-démocrate, lui, c'est oui, pas mais pareil. il dit ce qu'il veut. En réalité, à partir du moment où on refuse de maîtriser de la moindre façon que ce soit les importations et protéger nos produits comme le font tous les pays du monde, à partir du moment où on considère que la loi du commerce doit être supérieure à tout le reste, alors on est un ultralibéral. Sauf que François Hollande veut temporiser ce libéralisme en faisant, par exemple, des mesures, en lançant le pacte de responsabilité, qui est de mettre... C'est complètement une mesure ultralibérale. De mettre, en tout cas, autour de la table, les patrons, les syndicats, et de dire, bon, on va exonérer les entreprises de cotisations sociales pour qu'elles créent des emplois. Est-ce qu'il faut des contreparties à ce pacte de responsabilité? Mais comment finance-t-on ces 50 milliards? 30. 50 milliards d'économies et 30 milliards pour... D'accord. Alors comment finance-t-on tout cela? Parce que pour l'instant, on n'a pas le début d'une explication. Ah si, on sait très bien quelles sont les pistes. La piste, c'est l'augmentation de la CSG qui va évidemment être subie par les salariés et par les retraités qui vont voir leur pouvoir d'achat s'effondrer. C'est la non-déductibilité de la CSG. C'est une augmentation des impôts. Mais est-ce qu'il faut des contreparties? La contrepartie, quand, par exemple, le gouvernement dit aux entreprises, on vous enlève 30 milliards de cotisations sociales, est-ce que les entreprises doivent s'engager à créer des emplois? Mais encore une fois, c'est quand même la moindre des choses. Mais ils ne le feront pas, monsieur. Pourquoi? Et d'ailleurs, on voit bien que ce pacte de responsabilité est en train de se déliter sous nos yeux. Il n'y a aucun élément précis de contrepartie. Il n'y en aura pas. Et pourquoi les entreprises ne le feraient pas? Mais elles ne le feront pas parce qu'il y a un problème de demande dans notre pays. On a briser le pouvoir d'achat des Français. Par conséquent, vous pourrez donner tous les avantages que vous voulez à une entreprise. Si elle n'a pas de clients, elle n'a pas de clients. Voilà. Donc elle ne va pas embaucher parce qu'elle aura un problème de carnet de commandes. Mais c'est pas à cause du MEDEF qui tire un peu, qui se fait tirer un peu l'oreille là-dessus? Non, mais le MEDEF est le seul qui a un intérêt dans cette affaire de pacte de responsabilité. C'est le seul qui va avoir un avantage financier dans ce pacte de responsabilité. Mais les 97% d'entreprises françaises, qui sont des très petites entreprises, les artisans, les commerçants, les PME, les PMI, elles ne verront pas un intérêt quelconque de ce pacte de responsabilité. C'est une décision prise
par le MEDEF, il l'a dit lui-même. Le MEDEF a dit « Je suis l'inspirateur de ce pacte de responsabilité pour le MEDEF ». Voilà, comme d'habitude. Donc c'est eux, pour vous, comme d'habitude, on aide les gros, c'est-à-dire on aide ceux qui n'ont pas besoin d'être aidés. Quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais pourquoi? Quel est le rapport avec Jean-Luc Mélenchon? Et on laisse les petites entreprises mourir les unes après les autres, et même on leur fait on leur met des bâtons dans les roues. Est-ce que vous savez que le gouvernement, en catimini, a requalifié les apprentis en salariés, ce qui va entraîner un passage de seuil pour toute une série d'entreprises qui vont se retrouver au-dessus de 9 salariés et donc soumis à des impositions supplémentaires? Est-ce que vous savez que le gouvernement a supprimé le crédit impôt apprentissage, alors que l'apprentissage est un élément essentiel pour trouver de l'emploi à nos jeunes? En tout cas, l'emploi, ça fait partie des préoccupations des Français aussi. Ça peut peser dans les élections municipales qui arrivent. On est à un mois du premier tour. Le Front National espère conquérir des villes. C'est en tout cas votre feuille de route que vous vous êtes fixée. On va en parler avec Françoise Fressos du Monde qui nous rejoint. Bonjour Françoise. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Marine Le Pen, on est en pleine campagne des élections municipales. Vous êtes sur le terrain et vous tapez beaucoup sur vos adversaires, le Parti Socialiste, mais aussi l'UMP. À Toulon, vendredi, vous avez dit voter UMP, c'est voter PS. Alors, est-ce que votre objectif, c'est d'éviter une vague bleue en France ? Non, pas du tout. Mon objectif, c'est que les Français sachent pourquoi ils votent et qu'ils comprennent, je crois qu'ils sont très nombreux à le faire d'ailleurs, qu'en réalité, la politique de l'UMP et celle du PS n'ont absolument aucune différence. C'est vrai pour le pacte de responsabilité, c'est vrai pour l'augmentation de la TVA, c'est vrai pour les chiffres de l'immigration, c'est vrai pour ce laxisme ambiant en matière d'insécurité. C'est en tout point la même politique qui est menée par l'UMP et le PS. Et de surcroît, Madame Fressos, pourquoi j'ai dit voter UMP, c'est voter PS? Mais parce que à Hénin-Beaumont, parce qu'à Forbach, le candidat UMP a d'ores et déjà dit, avant même le premier tour, qu'il appellerait à voter PS au second tour. Donc, je crois que, objectivement, les choses là sont claires. Un récent sondage montrait que 40% des sympathisants UMP étaient prêts à des alliances avec le Front National. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Là, vous leur dites non. Je ne m'allie pas avec vous, c'est pas bien. Hein, c'est pas l'appareil. C'est pas bien. Non, mais de toute façon, la question ne se pose pas, puisque l'appareil, encore une fois, nous traite comme des parias. Ça ne les empêche pas, d'ailleurs, dans les discours, de venir, en général, très près des élections, se rapprocher de nos positions. Ils disent la même chose que nous, bien souvent, pendant les périodes électorales, pour nous empêcher de le faire. Bon. Mais je crois, très sincèrement, que le rôle du Front National, c'est d'être une voix différente. Et par conséquent, il faut qu'il se présente au municipal, il faut qu'il ait des élus au municipal, il faut qu'il puisse faire entrer dans les conseils municipaux des centaines de conseillers municipaux qui porteront une voix, c'est vrai, radicalement différente de celle de l'UMP et du PS. Vous dites l'UMP vous traite comme des parias. Pas toujours. Écoutez Julien Aubert, il est député UMP du Vaucluse. Lui, il est très ouvert à des rapprochements avec le Front National. Il est candidat à Carpentras. Il vous pose la question. Bonjour Madame Le Pen. En mai 2012, vous avez appelé à faire battre Nicolas Sarkozy et vous avez contribué à l'élection de François Hollande. En juin de la même année, dans ma circonscription, la candidate frontiste s'est retirée pour permettre mon élection, mais vous l'aviez condamnée et vous aviez appelé à voter à gauche. Vous n'avez pas été entendu. 2 ans après ces événements, vous constatez la gestion socialiste et les dégâts qu'elle cause. Alors j'ai une question très simple pour les municipales qui s'annoncent. Qui sera votre adversaire, Madame Le Pen? Est-ce que vous appellerez à faire voter systématiquement en faveur des hommes de droite? Ou est-ce que vous appellerez à faire battre ces hommes de droite? Est-ce que votre véritable adversaire, en 2014, c'est la gauche? Oui, mais M. Aubert se trompe. D'abord, je n'ai pas appelé à faire battre Nicolas Sarkozy. C'est un mensonge. J'ai laissé la liberté de vote à mes électeurs à la présidentielle et j'ai dit qu'en ce qui me concerne, je voterai blanc, justement parce que j'ai toujours considéré que la politique de l'UMP était exactement la même que la politique pour reformuler sa question, du PS. Vous préférez que la gauche l'emporte plutôt que de voir un candidat UMP gagner? Monsieur Aubert, effectivement, il se positionne de manière presque... Il est contre le Front National, tout contre, un peu, en tout cas dans ses discours. Il a même créé le rassemblement, bleu lavande.
Oui, ça fait sourire. Et alors, et cette main tendue, vous dites non? Non, mais ça n'est pas ce que je dis. Je dis à M. Aubert qu'il commence par se tourner vers les candidats UMP qui, avant même le premier tour, disent qu'ils appelleront à voter socialiste. Je voudrais que M. Aubert se souvienne que le Front républicain ne s'est pas fait entre le Front national et le PS dans les différentes partielles, mais entre l'UMP et le PS. Et on va voir la liste des autres candidats, et qu'à Hénin-Beaumont, aux législatives, l'UMP a fait appeler à voter PS contre moi. Donc Françoise. il commence peut-être par avoir une influence, si tant est qu'il en ait une, sur les classiques de son mouvement, avant de me poser ce type de questions. Vous vous souvenez qu'en 1986, on disait beaucoup, finalement, le Front National est devenu l'allié objectif de François Mitterrand. Qu'est-ce qui pourrait faire dire aujourd'hui que vous n'êtes pas devenu l'allié objectif de François Hollande? Mais c'est total. Ceux qui disent ça n'ont pas d'autres arguments. Monsieur Copé annonce ça sur les plateaux en permanence. C'est le seul argument de sa campagne. Mais c'est un argument qui est totalement faux. Car, Madame Fressoz, dans les partiels qui ont eu lieu, dans l'Oise, à Villeneuve, à Brignoles, le Front National a contribué à faire disparaître le PS. Pas à le faire élire, à le faire disparaître. Or, l'UMP n'a jamais été capable de faire disparaître le PS et, semble-t-il, n'arrive même pas aujourd'hui à le faire baisser. Regardez, vous-même. Je crois que le Front National, au contraire, est le seul capable de faire baisser le Parti Socialiste. Et encore des sondages récemment le disent. À Toulouse, si le Front National n'est pas au second tour, le PS fait plus que si le Front National est au second tour. Si on vous entend bien, votre objectif, c'est un troisième parti, c'est le tripartite, c'est le Front National au milieu de l'UMP et du PS. Vous ne présentez que 500 listes pour ces élections municipales. Comment est-ce que vous pouvez dire on va être la troisième force alors que finalement votre objectif est très réduit sur le terrain? Mais non, madame, car les municipales, en fait, c'est 3000 villes. Tout le reste, ce sont des listes qui ne sont pas politisées, qui sont sans étiquette. Et qui n'ont aucun intérêt pour vous. Nous aurons, je l'espère. Et qui n'ont pas d'intérêt pour vous, alors. Non, pas du tout. Mais elles sont sans étiquette. Donc nous avons des gens qui s'y présentent, mais qui ne s'y présentent pas sous étiquette. Nous aurons, je l'espère... Masqués, alors. 500... Ils avancent masqués? Non, pas masqués, monsieur. Il n'y a pas. Vous allez sur le terrain, parfois? Non, mais je vous pose la question. Non, mais c'est inquiétant. Vous allez quand même un peu sur le terrain de temps en temps. Vous vous apercevrez que dans ces 33 000 communes, il n'y a pas d'élection politisée. Il n'y a pas d'UMP, il n'y a pas de PS, il n'y a pas de PC, il n'y a pas de Front National. Il y a des listes d'intérêt communal. Bon. Donc nous serons, je l'espère, présents avec 500 listes, je l'espère, sur 3000 villes de plus de 3500 habitants et nous serons présents dans la moitié des villes de plus de 10 000 habitants. Ça, c'est très important. Nous venons de rien. Nous avons 60 conseillers municipaux actuellement et nous n'avons pas de maire. Donc je crois que nous avons fait un effort une implantation lente particulier. Non, elle est très rapide. Elle est très rapide et elle va se démultiplier, je crois, extrêmement rapidement, surtout si nous gagnons des municipalités et surtout si nous faisons élire, comme je l'espère, plus de 1000 conseillers municipaux. Une question sur l'UMP. On la voit à l'offensive sur la famille très fortement ces derniers temps. C'est un sujet que vous avez très peu abordé. Est-ce que vous pensez avoir perdu des électeurs à cause de ce retrait personnel sur ces questions-là? Mais pas du tout, pas du tout. Je n'ai absolument pas pris de retrait sur ces... Et même, j'ai été la seule à être très claire, ce qui n'a pas été le cas de l'UMP, qui a quand même s'est beaucoup agité pendant les manifestations pour finir par dire que M. Copé a dit qu'il avait toujours été pour le mariage homosexuel et qu'il ne remettrait pas en cause cette loi. Donc à quoi ça servait de s'agiter? Moi, je ne me suis pas agitée, j'ai pas fait de clownerie, j'ai pas fait de cinéma, mais j'ai clairement indiqué ce qu'il en était. Et puis, je vais vous dire, l'UMP crie fort parce qu'elle a beaucoup à se reprocher en la matière. Car tous les dérives sociétales auxquelles on assiste aujourd'hui avec les militants LGBT, etc., ça n'a pas commencé sous les socialistes. Ça a commencé sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Ah bon? Mais bien sûr. Et ça, ils veulent le faire à tout prix oublier. Pourquoi sauf vous que dites nous, ça? nous l'oublions pas. Pourquoi vous dites ça? Parce que ces histoires de genre, etc., ça ressort déjà de documents qui étaient des documents de ministres sarkozystes. Voilà. Ça a d'ailleurs été rappelé par Najat Vallaud-Belkacem qui a ressorti un document sur ce sujet. Donc je comprends qu'ils soient mal à l'aise avec ces sujets-là. Et puis surtout, ces sujets leur permettent de faire oublier qu'en matière économique, ils ont la même vision que le PS, que le pacte d'austérité, ils l'ont soutenu. Il n'empêche qu'ils sont en train quand même de récupérer un certain nombre d'électeurs qui auraient pu voter pour vous. Non, madame, mais vous sortez ça d'où? On ne sait pas. Ils disent ça, mais c'est pas parce qu'ils le disent que c'est la réalité. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis que le PS est
est arrivé au pouvoir, l'UMP n'a pas pris un point. Ce qui prouve que les Français sont conscients qu'il n'y a plus rien à attendre de l'UMP. Ce qui prouve que votre objectif, c'est quand même d'affaiblir l'UMP. Non, c'est de remplacer l'UMP et le PS, madame, pour arriver au pouvoir, pour mener une politique radicalement différente des 30 dernières années. Merci Françoise d'être venue sur le plateau. Manuel Valls a dénoncé l'ultra-gauche. Comment lutter contre ces groupes organisés et difficilement identifiables au bout du compte? Bah voyons. Non. Alors d'abord, moi j'ai été étonné. J'ai été étonné, permettez-moi, de la gestion médiatique. Hein. J'ai entendu parler d'échauffourées avec l'ultra-gauche. Non, c'est une mise à sac, et vous avez bien raison, de groupes armés, ultra-violents, d'extrême gauche. Voilà, ça c'est la réalité de ce qui s'est passé. Dit Manuel Valls. Oui, ah bah tiens, bah pourquoi l'ultra-gauche et pas l'extrême gauche? Parce que l'extrême gauche c'est dans le champ politique. Ce ne sont pas des extrémistes. Ce sont les anarchistes. Ce ne sont pas des extrémistes de gauche. Monsieur Valls connaît ces groupes parfaitement. Ce sont notamment des groupes antifa qu'il se refuse à dissoudre depuis des mois et des mois. Mais pourquoi qui à chaque manifestation mettent à sac les centres-villes. Ça a été le cas à Rennes, ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Nantes. Et il fait preuve d'une complaisance à l'égard de ces groupes parce qu'ils s'en sont proches politiquement. Voilà la réalité de la situation et elle est extrêmement grave. Emmanuel Valls s'est affaibli après cette affaire, vous croyez, en tant que ministre de l'Intérieur? Ah bah c'est quand même la moindre des choses, non? Que les Français se rendent compte qu'ils laissent faire ce type d'agissement, car ces gens-là n'étaient pas là à la fin de la manifestation, contrairement à ce qui a été dit, ils étaient 1000, et dès le début de la manifestation, ils ont commencé à casser, à briser, à brûler et à attaquer les forces de police, en délogeant quand même des pavés de la rue, tout de même. C'est quand même pas rien. Est-ce que ça veut dire... Ils étaient armés, et Manuel Valls n'a rien fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu 10 arrestations. Alors, si on regarde le nombre d'arrestations qui ont eu lieu dans d'autres manifestations, on se dit qu'il y a quand même un problème de complaisance derrière tout ça. Est-ce qu'il faut abandonner le projet d'aéroport dès maintenant pour calmer le jeu? Mais nous avons toujours été au Front National contre cet aéroport. Je sais, mais est-ce qu'il faut le supprimer, l'abandonner dès maintenant? Mais il faut l'abandonner parce que c'est dès maintenant. Mais oui, parce que c'est un mauvais projet. Mais pas parce que des casseurs ont mis la ville à feu et à sang. C'est un mauvais projet, c'est un caprice mégalo de la part de Jean-Marc Ayrault. Et il n'y a absolument aucune nécessité d'avoir un aéroport supplémentaire. Vous savez que sur ce sujet-là, vous êtes du même point de vue que Cécile Duflot d'Europe Écologie Les Verts, qui est ministre et qui a déclaré qu'elle était de tout cœur avec les manifestants, plutôt 2 fois qu'une. Et avec les casseurs aussi? Non, elle avait dit les manifestants. Oui, parce qu'on ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu condamner les violences qui ont été effectuées, Madame Duflot, qui pourtant est ministre dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, promoteur. Elle garde ses convictions, c'est une forme de courage politique aussi. C'est ça, donc elle soutient aussi les casseurs si elle ne les condamne pas. Vous demandez qu'elle les condamne. Ça va être sympathique le prochain Conseil des ministres. Vous demandez qu'elle les condamne. Vous demandez qu'elle les condamne. Il va y avoir de l'ambiance. Quand même, on a l'impression qu'en France, c'est de plus en plus difficile de lancer des grands chantiers. Par exemple, Notre-Dame-des-Landes, on voit des opposants. Quand il s'agit de créer une ligne TGV, il y a des opposants. Une ligne haute tension, il y a des opposants. Parfois, c'est souvent tendu. On a l'impression que la France ne veut plus bouger. Est-ce que la France est bloquée? Je ne le crois pas du tout, mais on est en situation de crise. Enfin, on peut comprendre quand même que des grands projets qui coûtent des milliards puissent être éventuellement suspendus lorsque la situation est telle que les Français se voient réclamer des impôts de plus en plus importants, les salariés, les familles, les retraités, et qu'ils n'arrivent même plus à boucler leur fin de mois. Donc il faut arrêter tous les projets alors. Non, mais surtout quand ce projet n'a pas d'utilité, quand ce projet ne répond à aucune demande de la population, ni à aucun besoin commerciaux ou économiques. En revanche, il y a des grandes politiques à mener, et notamment la grande politique que j'ai déjà développée, le projet que j'ai développé lors de la campagne présidentielle, qui consisterait à se tourner vers ce deuxième domaine maritime de France, qui est en jachère aujourd'hui, et qui est un des moyens, à mon avis, des développements futurs. Pour terminer, la une de Paris Match. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, tout sourire. De ville en ville, il rencontre les Français, teste sa popularité sous les gens de Paris Match. C'est le retour politique annoncé de Nicolas Sarkozy. Je croyais qu'on avait dit que s'il revenait, il se raserait. Ah, c'est à ça. Il n'est pas rasé, donc a priori, il ne revient pas encore. Mais est-ce que quand même, pendant que vous êtes concentré sur les municipales et les européennes, il ne prend pas à temps d'avance, lui? Je crois qu'il n'est pas du tout. Moi, je crois que cette valse hésitation, ce comportement capricieux agace beaucoup les Français. Soit la situation de la France est, comme je le crois, dramatique. Et à ce moment-là, s'il pense qu'il peut y apporter quelque chose, il faut qu'il rentre dans le débat public. Soit il reste en retrait. Mais le côté je viens plus, ça n'est pas à la hauteur de la situation que ressentent, la situation de détresse que ressentent les Français. Parallèlement, moi, je pense que Nicolas Sarkozy n'a plus rien à apporter à la France.
France. Il a été au pouvoir 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président, 10 années pour rien. Son temps est passé. 10 années pour rien. Je crois très sincèrement qu'effectivement, son temps est passé.